Bienvenue dans le magazine Santé 36.9. Parkinson est une affection très répandue et en augmentation. Plus de 10 millions de personnes vivent avec cette maladie dans le monde. Il n'existe actuellement aucun traitement qui permette de guérir. On ne sait que repousser ses effets et traiter les symptômes. Les changements qu'elle provoque dans le cerveau sont irréversibles et commencent bien avant les premiers signes. Nous sommes donc tous potentiellement concernés. D'où l'importance de trouver les moyens de prévenir et de guérir cette maladie. En attendant, ceux qui en sont atteints doivent apprendre à dompter ce qui leur arrive. Vous allez voir les témoignages exceptionnels d'un homme et d'une femme, tous deux diagnostiqués très jeunes. Après le choc de l'annonce, ils ont entamé une longue marche, au propre et au figuré. Ils ont mis leurs pas dans ceux de la recherche sur les maladies neurodégénératives. Nous verrons les grands progrès de ces dernières années, mais aussi les échecs dans la mise au point de traitements. La vie entre espoir, déception, nouvel espoir. Un documentaire signé Ardité Chabani et Olivier Paul. Je m'appelle Yves Auberson, j'ai 52 ans et je suis atteint de la maladie de Parkinson. Depuis 15 ans, j'ai cette maladie et aujourd'hui, je vais à l'hôpital du CHUV à Lausanne pour me faire opérer. C'est parti. Bon. J'attends de pouvoir recommencer une vie qui est comment on va la qualifier? Une vie simplement correcte, quoi. Avec des possibilités de refaire plein de choses. Et puis je peux repartir pour 10 ou 15 ans de vie. Ça va changer, quoi, ma vie, c'est évident. Cela fait 6 mois qu'Yves Auberson attend de se faire implanter des électrodes dans le cerveau. Cette opération devrait largement diminuer les symptômes de la maladie de Parkinson. Non, je sais pas. Covid oblige, il a dû être patient. Mais avant même de se décider à subir l'intervention, il tenait à accomplir un autre exploit. Faire le tour des Alpes suisses à pied. Au début, je voulais faire le tour de l'Europe en vélo. Et puis ça l'a pas fait parce que j'ai essayé, puis au premier rond-point, j'ai failli me faire écraser. Alors finalement, j'ai pris la décision de faire le tour des Alpes suisses par les sommets. En moins de 100 jours, Yves réussit à réaliser une boucle de 1000 km en franchissant près de 40 cols. Je suis tombé 2 fois, ça m'a ouvert le genou. Et puis après, j'ai aussi fait une entorse. Alors là, c'était plus délicat, mais j'ai continué parce que je ne pouvais plus m'arrêter. C'est des fois compliqué parce que j'ai des problèmes de transfert de poids entre l'avant et l'arrière, et puis la gauche et la droite. Et ça m'arrive souvent de devoir pas faire un pas en arrière, par exemple, comme ça, puis tout d'un coup je perds un peu l'équilibre et je reviens en arrière. Donc il faut faire très attention. Ce défi, il se l'était lancé pour marquer ses 50 ans et les 15 ans de ce qu'il appelle sa vie commune avec Parkinson. Je pense qu'il faut avoir des objectifs dans la vie, surtout si t'es malade et qu'il ne pose pas. Ben, si t'as pas quelque chose devant, ben, comme une fleur, tu te dessèches. Il y a 17 ans,
Yves Auberson remarque des tremblements persistants à son bras. Dans un premier temps, il les ignore. Quand il se résout à aller voir un neurologue, le diagnostic de Parkinson tombe comme un choc. Yves est alors jeune père de famille. Il a un petit garçon de 1 an et n'est âgé que de 35 ans. La maladie de Parkinson, je ne savais pas du tout ce que c'était. Tout le monde croit que c'est juste de trembler, c'est surtout les vieux. Mais là, moi, je n'étais pas vieux. J'avais 35 ans. Et puis, voilà quoi. Sur ses archives de 2012, Yves est diagnostiqué depuis 8 ans. Il vit plutôt bien avec la maladie. Il reste un grand sportif, lui qui a même eu une petite carrière de golfeur professionnel. Mais même quand les symptômes sont encore peu visibles, il garde en tête que sa santé va se détériorer. C'est vrai que c'est pas évident dans le sens que je rencontre des gens qui sont dans la même situation que moi, mais qui ont peut-être 5, 10 ou 15 ans d'avance, si on peut dire ça comme ça. Et puis moi j'ai une photo ou une image claire et précise de ce qui m'attend. Petit déjeuner. Il y a des jours on est bien, il y a des jours on est moins bien, mais pourquoi on ne sait pas. C'est la loterie, donc chaque matin que je me lève, puis je prends un ticket de l'auto, puis des fois il a un bon ticket, puis des fois c'est un mauvais ticket. Et on ne sait pas pourquoi. Le travail de la journée pour moi est assez conséquente parce que tout est fait lentement. Moi, j'ai l'impression que c'est la vie qui va plus vite, mais c'est moi qui va moins vite. Et pour faire un petit déjeuner copieux, comme j'aime bien faire, j'en ai pour 1h30 à peu près. Donc, ça fait long. Donc, sur la journée, je passe pas mal de temps à table, avec les 3 repas. La maladie a gagné un terrain considérable chez Yves Auberson ces 2 dernières années. Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, considérée comme incurable. Elle se caractérise par une perte graduelle des neurones qui produisent la dopamine dans une région spécifique du cerveau, la substance noire. Cette perte graduelle serait la conséquence d'un mauvais pliage de la protéine alpha-synucléine, abondante dans les neurones. De ce mauvais pliage résultent des agrégats pathologiques qui se forment dans les neurones et vont se propager de l'un à l'autre. La dopamine est un neurotransmetteur indispensable au fonctionnement du cerveau. Ce sont les neurones à dopamine qui sont impliqués dans le contrôle des mouvements. Leur mort entraîne une perte progressive et irréversible des fonctions motrices et, à terme, un risque de troubles cognitifs. À la faculté des sciences de la vie de l'EPFL, tout un laboratoire est consacré aux maladies neurodégénératives. La maladie de Parkinson, c'est au départ une maladie qui reste assez invisible au début de la maladie, en fait, où les patients ne se sentent pas vraiment malades. Et puis, tant que les neurones, en fait, sont vivants et sont encore fonctionnels pour produire de la dopamine, les malades ne vont pas vraiment se sentir malades. Anne-Laure Mahul est neurobiologiste. Cela fait 10 ans qu'elle travaille sur la maladie de Parkinson. Au fur et à mesure, la condition des neurones va se dégrader, les neurones vont commencer à mourir, le niveau de dopamine va baisser dans le cerveau et de ce fait, en fait, les patients vont se retrouver affectés au niveau moteur. Où vous pouvez croiser des patients qui sont soit dans des états où ils ne peuvent pas bouger, c'est ce qu'on appelle le freezing, ou au contraire, qui ont des mouvements qui sont assez impressionnants et qui peuvent faire peur à l'extérieur, mais qui sont intrinsèques à la maladie. Si les principaux symptômes de la maladie de Parkinson sont les tremblements, la lenteur des mouvements et la raideur musculaire, d'autres peuvent s'y ajouter, mais ils varient considérablement d'un patient à un autre. Et ils ont la particularité de pouvoir apparaître dans des parties très diverses du corps, comme le cerveau, dépression, anxiété, les yeux, clignement involontaire des paupières, les poumons,
obstruction des voies aériennes, la bouche, difficulté à parler, voix basse et monotone, les muscles, faiblesse, douleur, la peau, transpiration excessive, les intestins constipation, et finalement être diffusé dans tout le corps. trouble de l'équilibre, somnolence. Moi, j'ai pas de chance parce que j'en ai presque 20. Ouais, c'est pas cool. Et puis, mais bon, on va faire avec maintenant. Je fais ça chaque semaine. J'ai ma boîte là de pilules et puis je remplis les petits casiers. Parce que comme ça c'est plus facile après de préparer pour la semaine parce que après c'est fait. Alors là, bon, c'est parti. Il y a des jours c'est plus difficile parce que je suis moins en forme. Alors si vraiment c'est difficile, j'arrête quoi. J'ai d'autres choses à faire. Ça demande moins de motricité parce que c'est toute une histoire de motricité. Ok. Si vous ne prenez rien, vous avez quoi comme symptômes? Alors, ça prend un certain temps pour faire que les symptômes apparaissent. Dans la dyskinésie, c'est ce que vous voyez là. Le fait de bouger tout le temps, ça c'est un symptôme, mais j'arrive pas à le contrôler. Et si je prends pas de dopamine, je ferais peut-être moins de mouvements comme ça, mais je serais complètement figé, quoi. Alors après, ça veut dire, vous imaginez que on vous coule du ciment sur tout le corps, et puis vous essayez de bouger. Et c'est pratiquement impossible. C'est le paradoxe de son traitement. La dopamine, qu'il prend à forte dose pour compenser le fait qu'il n'en produit naturellement presque plus, est responsable de ses mouvements brusques. Mais s'il n'en prenait pas, il serait bloqué. Les neurologues doivent vivre avec ce paradoxe. Avant d'envisager une intervention chirurgicale, ces médicaments sont le principal outil dont ils disposent pour aider les malades de Parkinson. Par chance, on dispose d'énormément de médicaments très efficaces pour lutter contre les symptômes de la maladie. Ça veut dire qu'un patient qui vient avec un tremblement, une rigidité, une lenteur, on va pouvoir améliorer, voire faire complètement disparaître tous les symptômes de la maladie de Parkinson, et ceci pendant de nombreuses années, donnant l'impression finalement que cette maladie est sous contrôle, qu'elle est entre guillemets guérie. Et le paradoxe, c'est qu'elle ne l'est pas du tout. Au contraire, elle continue de progresser, mais on ne le voit pas. Et à l'inverse de cette abondance de traitements symptomatiques, on n'a pas encore actuellement de traitements curatifs qui permettent de guérir ou même de stopper l'évolution de cette maladie. Et c'est ça toute la difficulté dans la prise en charge de ces patients. Nathalie Varidel fait partie de ces patients pris en charge par Pierre Burkhardt. Chez elle, les médicaments rendent la maladie quasi invisible. C'était en septembre 2009. Je me suis fait licencier d'un cabinet d'orthodontie. Et puis, je me suis rendu compte à ce moment-là que je me suis mise à trembler suite à ce licenciement. Alors au début, je tremblais en passant les instruments de dentiste, mais je me suis aussi rendu compte que je tremblais à la maison quand j'étais seule. Et donc en janvier, j'ai décidé d'aller voir ma généraliste, qui a bien sûr tout de suite constaté que je tremblais, puis que j'étais aussi pas normale. Et après, les choses se sont mises en route et en 6 mois, j'ai été diagnostiquée. Enfin, le diagnostic a été confirmé que j'étais atteinte de la maladie de Parkinson. Donc j'avais pas 45 ans.
C'était il y a maintenant 11 ans. 11 années durant lesquelles Nathalie Varidel apprend à vivre avec sa maladie, qui est désormais devenue le centre de son quotidien. Je me lève tôt, donc je me lève à 4-5 heures du matin. Je prends mes premiers médicaments à 6 heures. Après, j'ai des médicaments toutes les 3 heures. C'est les médicaments qui rythment notre vie. Et ce qui est difficile en ce moment, sincèrement, c'est le visage qui se fige. Et je suis moins expressive et les gens ont l'impression que je fais la tête. Et j'ai eu plusieurs remarques et ça c'est difficile parce que c'est pas du tout le cas. Je suis plutôt quelqu'un d'une bonne vivante. Donc me dire que je fais tout le temps la tête, c'est un peu difficile. J'ai des douleurs dans les membres, principalement, et aussi au niveau du dos. Donc j'ai de la peine à me lever, j'ai de la peine à m'asseoir, j'ai de la peine des fois à me déplacer. Enfin, je n'ai plus de journée sans douleur. Ça, je connais pas depuis plusieurs années maintenant. Alors, je voulais te montrer tous mes dossards. Tu m'avais demandé l'autre fois. Comme Yves Auberson, Nathalie Varidel a trouvé dans le sport un moyen d'adoucir la réalité de sa maladie. Avec le soutien de sa famille, comme son fils Fabien, qui l'accompagne souvent lors de ses nombreuses courses. Un semi-marathon, il doit y en avoir, je sais pas. Comme à Fribourg, il y en a une bonne dizaine presque. Non, 8. 8, ouais, j'étais pas loin. Ça, c'est peut-être le plus beau. C'est le semi-marathon du glacier d'Aletsch, mais je l'ai pas fini. Ouais, c'est pour ça que c'est pas grave. Non, j'étais trop lente et ils m'ont sorti. C'est la seule course où j'ai été sortie de la course. Le Tour des Alpages aussi. Et puis, Sierzinal. Ah, ça... Ça, c'est le plus beau, non? Tu te rappelles, vous étiez venus à l'arrivée. On avait tous pleuré. Quelle horreur. Voilà. Ah oui, les marathons de Fribourg, mais je crois qu'elle a arrêté cette course maintenant. Quand je marche, j'ai pas mal. Et ça détend, donc c'est que positif. Les neurologues disent que le sport aide dans la maladie de Parkinson. Donc oui, c'est une forme de se maintenir pour se dégrader le plus lentement possible. Vous gagnez du temps en marchant? J'espère gagner du temps en marchant. Et j'ai pas envie de me dégrader rapidement. J'ai envie de pouvoir profiter un maximum de tout ce que je peux faire. Marcher, courir, bouger pour que Parkinson ne les rattrape pas trop vite. Il y a 10 ans, le sport était peu intégré dans le traitement des Parkinsoniens. Aujourd'hui, on a pris conscience de ses effets bénéfiques. Un patient qui a une activité physique quotidienne minimale, on évalue ça à peu près 2 fois 30 minutes par jour, eh bien, voit non seulement son état physique se maintenir mieux qu'un patient qui n'a pas cette activité physique, mais on a également observé que la progression de la maladie se faisait plus lentement chez ces patients que chez ceux qui sont inactifs. 5 heures du matin, 7 degrés sur la terrasse de l'appartement d'Yves Auberson. C'est l'heure où je dors pas, donc je préfère être sur la terrasse que de faire une insomnie et puis d'être dans mon lit à tourner en rond. Pour lutter contre la maladie, il faut bouger. Alors je bouge. Ça nous permet de musculairement bouger plus facilement. Parce qu'un des symptômes de la maladie, c'est le symptôme des muscles, de la musculature, ça s'atrophie. Et puis on bouge de moins en moins. C'est de plus en plus pénible. Ça faut aussi travailler beaucoup la souplesse. Et puis, si on fait régulièrement, ça porte ses fruits. Le mouvement peut même offrir une parenthèse où les symptômes semblent disparaître. Comme dans cette vidéo du centre de rythmique Jacques Dalcroze à Genève. Vous y voyez une douzaine de patients parkinsoniens à différents stades de leur maladie qui sont encadrés par 2 rythmiciennes et qui jouent de la musique qui a pour particularité d'être très rythmée. Et les patients doivent se déplacer en suivant ces rythmes qui ont pour effet bénéfique d'entraîner le programme de marche. D'habitude, ces personnes-là ont des problèmes moteurs.
non seulement ils ont des problèmes moteurs, mais ils ont d'importants problèmes pour marcher. Et ils s'améliorent très nettement durant ces séances. La maladie de Parkinson est classée parmi les maladies dégénératives les plus fréquentes. D'après les derniers chiffres d'une étude des hôpitaux universitaires de Genève, 15 000 personnes en Suisse sont touchées. La même étude nous apprend qu'on va même vers une augmentation massive des cas au niveau mondial. Il y a des modèles qui montrent de façon assez convaincante que la prévalence de la maladie de Parkinson dans 20 ans va pratiquement doubler par rapport au nombre actuel. Puis la raison de cette augmentation, c'est le vieillissement de la population, mais il y a aussi des arguments qui laissent penser que l'augmentation de la pollution et des toxines environnementales diverses serait un facteur d'augmentation de la maladie de Parkinson. Chez les malades de Parkinson, seulement 5% des cas sont génétiques. Pour les 95% restants, on ne sait pas exactement ce qui a pu déclencher la maladie. Mais dans les causes souvent citées, il y a les facteurs dits environnementaux, plus précisément l'impact des pesticides. Dans les modèles cellulaires qu'on utilise dans les laboratoires, il suffit de mettre de la roténone, qui est un des pesticides qui est extrêmement connu et qui est interdit aujourd'hui, pour déclencher un type de pathologie Parkinson dans des cellules. Et puis de la même façon, on a remarqué par des études socio-professionnelles que les catégories sociales telles que les agriculteurs, les viticulteurs étaient particulièrement affectées en fait par la maladie de Parkinson. Et en France, depuis quelques années, c'est reconnu comme maladie professionnelle. Les agriculteurs, les viticulteurs, les horticulteurs seraient donc à risque. Mais aussi les footballeurs, les golfeurs. Toutes les personnes en contact direct et prolongé avec certains types de pesticides. Comme Ivo Berson, qui a pratiqué le golf en professionnel pendant 10 ans. Moi, je pense que c'est les engrais et les pesticides qui sont déversés sur le golf pour que le gazon soit si beau et résistant, qui sont la cause de mon Parkinson. Et puis moi, j'étais dans ce golf et il y a le greenkeeper qui est aussi atteint de cette maladie. Et puis il avait comme moi 39 ans au début de ça quand il a découvert cette maladie. Et puis lui, il est en contact tous les jours avec ces engrais aussi. Alors je pense que il y a des coïncidences, mais c'est une drôle de coïncidence. Les patients voient un rapport de cause à effet entre pesticides et maladie de Parkinson. Mais du côté de la recherche, on ne peut pas encore l'affirmer. La causalité est difficile à établir de par ce que nous mangeons, de par nos promenades, de par nos contacts avec les pesticides. C'est extrêmement difficile d'établir un vrai lien de cause à effet. Souvent, c'est des corrélations et c'est extrêmement difficile et c'est des enquêtes scientifiques qui peuvent amener en fait à vraiment démontrer qu'une mauvaise manipulation des pesticides ou un contact trop important avec ces pesticides vont déclencher la maladie de Parkinson. Si le lien de cause à effet n'a pas été démontré, c'est que les mécanismes cellulaires liés au développement de la maladie ne sont pas encore compris. C'est en étudiant ces mécanismes que les scientifiques se sont intéressés à ce qui peut se passer au niveau des intestins. Un grand nombre de patients atteints de Parkinson développent des symptômes liés aux intestins très tôt dans la maladie. Et ce que nous savons scientifiquement, c'est que la pathologie qui est dans le cerveau commence dans des parties du cerveau qui sont directement connectées à l'intestin. Il y a donc une hypothèse selon laquelle la pathologie se déplace de l'intestin vers le cerveau, puis se propage dans tout le cerveau. Hillel Lachoual dirige le laboratoire de recherche sur les maladies neurodégénératives à l'EPFL. Cela fait 15 ans qu'il travaille sur Parkinson.
Si la pathologie qui est dans le cerveau est directement liée à l'intestin, alors nous pouvons utiliser l'intestin comme une ouverture pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Donc, si nous pouvons détecter les premiers symptômes dans l'intestin, alors nous pouvons commencer à intervenir tôt dans la maladie et explorer des stratégies d'intervention plutôt que des stratégies où nous essayons d'inverser le cours de la maladie. Diagnostiquer la maladie plus tôt permettrait à la recherche de mettre en place de nouveaux types de traitements sur lesquels les laboratoires travaillent. Comme par exemple l'immunothérapie ou encore la greffe de cellules souches. Mais à l'heure actuelle, ces traitements sont en phase d'essai clinique et n'offrent donc aucune perspective immédiate aux malades. Je sais que certains Parkinsoniens ne sortent plus. Il y en a beaucoup qui restent à la maison, qui sortent plus, qui vont pas au magasin, mais vont plus à nulle part parce que les gens les regardent tellement comme des astronautes que à la fin on en a marre de ce regard. J'ai perdu des amis, enfin des soi-disant amis, parce que des gens qui n'ont pas supporté le choc, parce que c'est aussi dur pour l'autre. Hein. Comme on l'appelle, le proche aidant. Il en prend plein la gueule aussi. Quand même, 35 ans, le Parkinson, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc Parmi les proches aidants d'Ivo Berson, il y a sa maman, Maya. Et Michel Zrid, un ami de longue date de la famille. Encore, il va y penser, ça va. Ouais, puis se dire, c'est bientôt moi, quoi. Oui, exactement. Il a un entourage solide, heureusement, et puis moi, j'essaye de lui faciliter pour toutes les petites choses que vous avez vues, que le quotidien pour lui maintenant, il fait des choses, il a un courage incroyable, mais ça lui prend un temps énorme pour faire les choses les plus simples. Et puis c'est surtout là que je veux l'aider le plus possible. Il va de toute façon. Je le connais depuis qu'il a 12 ans. Donc ça fait bientôt 40 ans. Puis depuis qu'il a Parkinson, on se voyait régulièrement. Mais ces dernières années, enfin cette dernière année, et avec le défi et toute l'organisation, on se voit beaucoup plus souvent. Il s'est lancé dans cette aventure. Moi j'ai dit oui, je suis là pour l'aider. On va jusqu'au bout. Lui, il montre quand même énormément de courage, il a une grande force, et puis c'est certainement pas aux personnes autour à lâcher maintenant, quoi. Il faut aller au bout. Hello. Hello. Bien. Ça va? Ouais, ça va, et vous? Ouais, t'enlèves ta veste? Ouais. Super. T'as marché? Oui. Ah, c'est bien. Oui, là. Tu es un peu à l'arrêt? Ouais, je suis un peu en période off, là. Mais c'est pas grave, ça va passer. C'était pas cool ce matin, le réveil. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Mais t'étais longtemps? T'étais bloqué ou quoi? Ouais, j'étais bloqué pendant peut-être une demi-heure. Et là, presque d'un seul coup, peu de temps après avoir rejoint sa mère et Michel au café, Yves se bloque à nouveau. Je te donne un coup de main. Je crois que c'est pas... Hein? Ouais. Tu veux te lever? On va essayer. On va essayer. Michel. Antoine, c'est bon. En face. Lâche main à droite. La mienne ou la tienne? C'est bien. Merci, tu peux lâcher tout. Je suis quelqu'un de confiant et je suis sûre que ça va aller vers que du bon. Tout ce qui a été mis en marche pour son futur, ça me calme énormément, ça me fait énormément de bien de savoir qu'il aura quand même une deuxième
période de vie encore pour lui satisfaisante. C'est ce que je lui souhaite. Comme toutes les mamans, quoi. Ben, je me bats parce que je veux pas que la maladie, elle prenne dessus de moi. Bon, de toute façon, je sais qu'à la fin, c'est elle qui gagne, mais je vais repousser très loin le combat. Yves a poussé, à force de sport et de volonté, le combat aussi loin qu'il le pouvait. Mais la maladie l'a tout de même rattrapé et il doit désormais passer à l'étape supérieure, la stimulation cérébrale profonde. Le but de l'intervention est de diminuer au maximum les symptômes de Parkinson. Ça fait 6 mois que je l'attends, cette opération, donc on va y aller. Ouais, on va y aller là. Je vais faire non plus. Ça sera pas ici, je vais vous l'accompagner parce qu'il n'est pas dans... Yves a développé au cours de ces derniers mois et années de plus en plus de fluctuations motrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il passe d'état de blocage complet, où il ne peut plus bouger, il est enfermé dans son corps, à un état où il bouge beaucoup trop. Ça va dans tous les sens, il n'arrive plus à contrôler. Et ça, c'est une excellente indication à l'opération. Bah, ça va encore. Hein. Ouais, ça va. Et puis là. C'est comme la dernière fois. Ouais. C'est Jocelyne Bloch qui a la charge de l'opération. Le jour même, elle retrouve Yves à l'aube. Pour les besoins de l'intervention, il a été sevré de ses médicaments, ce qui le rend rigide et amorphe. Bah, c'est le jour J, quoi. Ça va, je suis un peu inquiet. Mais bon, c'est justifiable. Ouais. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'on va m'ouvrir le cerveau et puis qu'on va trifouiller un peu des choses là-dedans. On peut descendre. On va mettre des électrodes dans le cœur du cerveau de Yves. Ce cœur du cerveau, c'est 2 petits noyaux qui ont la taille d'un grain de riz, qui sont localisés vraiment en profondeur et qui ont une grosse importance dans la régulation de ce mouvement. Ces électrodes vont permettre de stimuler électriquement ces zones du cerveau et ainsi réharmoniser les mouvements du patient. Particularité de l'opération, pendant toute la première étape, Yves est réveillé et conscient. Yves, les douleurs, vous les sentez? Là? Ouais. Non, rien du tout. On est à moins 6, 2 Hertz. C'est très important de le faire réveiller parce que dans cette période-là, on peut ajuster le tir encore. Si on estime qu'on n'est pas optimalement placé, on peut encore choisir une autre trajectoire plus optimale. 2, 8. Gardez les yeux ouverts. 3. Ça va? On va envoyer du courant de plus en plus intense pour voir comment sont ses réactions. Est-ce qu'il va avoir moins de rigidité, moins de symptômes? Et à partir de quand il a des signes qui apparaissent parce qu'il y a trop de courant? Ça va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle une marge thérapeutique. À partir de quand et jusqu'à quand on peut avoir des bons résultats. Ouais. Bon effet. On veut déjà tester un peu la dysarthrie à ce moment-là. Dites pataka. Pataka. Comment ça va? Moyen. Moyen. Ça dépend. Il y a des moments où je suis stressé. Ça angoisse. Puis des moments, ça va bien. Qu'est-ce qui est angoissant? Que tu contrôles plus ton corps. Eux, ils ont ta main dans leurs mains. Et puis ils font des mouvements. Puis à un moment, tu contrôles plus ce que tu fais. 50. C'est bon. 0,5.
La rigidité est bien, il reste un petit quelque chose. Toujours les yeux qui clignent. Ouais. Si tu passes à 1,5 d'un coup, ça disparaît. 1,5. J'ai 1,5. Ouais, ça disparaît. Donc à 2, il y a vraiment clignement des yeux. Bon, c'est plus bas. Ouais. Comment ça se passe, l'intervention? Très bien. Il est calme, il est collaborant, puis tout se passe comme on a l'habitude. Ça semble assez rapide. On essaye de faire au plus vite parce que c'est pas drôle pour lui de rester dans cette position. Déjà qu'il a ce problème de rigidité, il se sent bloqué. En plus, si on le bloque, on le contentionne, et puis que ça dure trop longtemps, c'est vite insupportable. Un peu plus de 2 heures après son arrivée en salle d'opération, Yves va pouvoir passer à la dernière étape. Cette deuxième intervention, c'est ce qu'on appelle l'internalisation du matériel, où toutes les électrodes qui sont sous la peau vont être tunnelisées jusqu'à un stimulateur, un neurostimulateur qui sera localisé sous la clavicule du côté droite. Ça va? C'est fini, hein? Ouais, c'est fini. Maintenant, on va vous endormir complètement pour mettre le boîtier ici, hein? Et voilà, vous respirez bien. On s'occupe de tout le reste. Ouais. Du coup, non, mais je vois, en tout cas, enfin, entre nous là, je vois que vous marchez très bien. Ça me fait plaisir parce que moi aussi. 2 jours après l'opération, au laboratoire de la marche du CHUV, Yves a rendez-vous pour faire des tests de motricité, maintenant que les électrodes sont dans son cerveau. Est-ce que vous avez à l'œil? À l'œil, j'ai la résultante de ce qui arrive parfois quand on fait une opération, là, comme ça, près des yeux. Et ben, ça fait une sorte de boule pleine de jus. Et puis, ben, ça va disparaître, mais c'est comme si je faisais un bon union dans la figure. Je sens rien de mal dans mon cerveau. Je pensais que j'allais sentir les fils, j'allais peut-être être gêné par quelque chose, mais strictement rien. S'il ne sent rien au niveau du cerveau, depuis l'opération, ses nuits ont été agitées et particulièrement difficiles. Je suis en sevrage, mais c'est un sevrage, c'est pas cool. Mon corps, il réagit avec les médicaments et l'arrêt de médicaments surtout. Ben, il réagit comme un drogué qui doit arrêter de se droguer. Il va bien, il a des nettes améliorations motrices. Là, on est dans cette phase de transition où on diminue les médicaments, on augmente la stimulation, il y a encore l'effet de l'opération. Il y aura quelques jours encore probablement difficiles, voire quelques semaines de réglage. Mais après ça, on espère qu'il ira beaucoup mieux. Si Yves est encore en phase de transition, il est désormais un homme augmenté. Les électrodes dans son cerveau vont l'aider dans ses mouvements. À ce titre, il fait partie d'un programme de recherche sur la stimulation cérébrale mené par l'EPFL et le CHUV. Les chercheurs lui ont placé des capteurs sur les jambes pour enregistrer son activité musculaire. Cette activité sera mise en relation avec l'activité de son cerveau, à laquelle on a désormais accès grâce aux électrodes implantées. Les électrodes d'enregistrement, les électrodes de stimulation. Ce nouveau dispositif donc, nous permet d'enregistrer ces signaux cérébraux et donc, de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, quelle est l'origine des symptômes que l'on observe. Ça permettra également à terme de prédire les symptômes avant qu'ils arrivent. Donc si par exemple quelqu'un va tourner et avoir un blocage, une difficulté à tourner, et qu'il y a quelque chose dans le cerveau que l'on peut détecter, ça permettra de le détecter avant que ça arrive et de lancer en boucle fermée la stimulation à ce moment-là. Eduardo Moro est chercheur en neurosciences. Cela fait 3 ans qu'il travaille sur la maladie de Parkinson. Là, on va mettre des marques. Ouais. Et puis on vous demande. Il y aurait donc des algorithmes qui sont capables de mesurer l'activité cérébrale, détecter quand quelque chose ne va pas bien
et automatiquement changer les paramètres de simulation. Ça se ferait automatiquement, le patient ne le sentirait même pas. En l'état actuel des recherches, ces réglages sont ajustés régulièrement à l'hôpital par les neurologues. Et il aura fallu 3 mois à Yves pour enfin commencer à trouver le réglage optimal. Je me sens bien. Je vis ma vie, ma nouvelle vie, ma 3e vie. Voilà. Alors, si on fait le résumé, c'est simple. Tout ce qui est moteur, ça va nickel. C'est-à-dire, je n'ai plus de freezing, je n'ai plus d'akinésie et de dyskinésie. Je ne bouge plus et je ne tremble plus. Alors ça, c'est la chose qui est positive. Puis quand il y a du positif, il y a toujours malheureusement un peu de négatif. Mon élocution a quand même chopé un coup de moins bien. Alors j'ai de la difficulté pour m'exprimer. Des jours ça va, des jours ça va pas. Ça dépend beaucoup de mon état de fatigue. Mais bon, je suis à l'école et puis je fais mes exercices tous les jours. Ma vie est bien remplie. Ah non, mais t'as des bouts où des fois t'es obligé de marcher. Ah voilà, c'est ça. Ouais, ok. Mais j'y étais pas, mais quand il aurait dit ça, puis elle a compris que c'était que lui, mais lui, dans sa tête, c'était avec les gens de là-bas. La maladie est toujours là, et il faut maintenant arriver à se satisfaire de ce qu'il y a, et travailler pour améliorer ça. Aujourd'hui, il n'est pas encore à ses 100%, et on n'est pas sûr qu'il y arrivera à ses 100%, mais il arrivera peut-être à tout proche, quoi. Hop. Ah bon, moi, je l'aurais bien pris, mais bon. Mais non, ça va être pour embêter. Je vais essayer de me débrouiller seul. Puis si j'ai besoin d'aide, j'appelle. Ok. À l'aide. C'est bon? Je suis de plus en plus optimiste parce que entre la logopédie et puis les conseils de son médecin, qu'on aime énormément, qui vraiment s'est installé une confiance incroyable. Alors, on peut être que confiant et dire ça peut aller, quoi. Et la confiance, chez Yves Roberson, passe aussi par une nouvelle vie professionnelle. Lui qui n'avait pas travaillé depuis des années. Vous avez déjà trouvé du travail? Oui. Vous faites quoi? Je suis coach pour les gens qui sont atteints du Parkinson. C'est super. C'est super. Ouais, j'ai donné 2 cours hier. Je me suis éclaté. On est parti pour 20 ans maintenant. Sûr? Ouais, sûr. Ce que disent les patients comme Yves et tous ceux qui lisent la science, c'est que c'est une totale illusion d'imaginer que les substances que l'industrie chimique invente pour éradiquer des êtres vivants, plantes, insectes ou champignons, soient sans conséquences pour nous. Tout ce qui perturbe un écosystème a forcément des conséquences négatives sur la santé humaine. On vient d'entendre les chercheurs, notre cerveau et notre intestin sont étroitement liés. Les 2 organes communiquent et échangent des médiateurs biologiques via le nerf vague, un des 12 nerfs crâniens. L'hypothèse, c'est qu'à cause d'un microbiote déréglé, à cause des polluants, des protéines anormales empruntent cet axe et s'accumulent dans le cerveau. C'est en raison de ces découvertes que l'industrie pharmaceutique a abandonné l'idée de trouver un médicament contre Parkinson ou Alzheimer. On ne peut pas restaurer avec une pilule unique des neurones qui ont disparu. Il faut détecter le problème bien plus tôt. C'est le but des nombreuses recherches en cours.
Cette édition s'achève. Toute l'équipe de la rédaction et du studio qui contribue à fabriquer ce magazine santé se joint à moi pour vous remercier de nous suivre si nombreux. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre de 36.9 pour connaître les dates et les thèmes des émissions à venir en cliquant sur rts.ch/santé. Et puis des vidéos originales vous attendent sur le fil Facebook de 36.9. Passez une très belle fin de soirée et à bientôt.